Bienvenue sur la TFM et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Elhadj Malick Sarr, c'est le directeur général de l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole, ANIDA. Monsieur le directeur, merci d'avoir accepté notre invitation. L'ANIDA est là depuis quelques années. Si on vous demande de faire un petit bilan de vos activités, qu'est-ce que vous diriez? Merci d'abord, M. Alassane Samba Diop, de nous avoir invités à votre prestigieuse émission. Merci. ANIDA est honorée par cette invitation. Si nous devrions résumer l'action de ANIDA, c'est de dire qu'ANIDA a été créée pour être un levier de création d'emplois dans le domaine de l'agriculture au sens large pour les jeunes Sénégalais, ruraux comme urbains, mais aussi prioritairement aux femmes. Depuis notre existence, ANIDA s'est évertuée à promouvoir des modèles de fermes agricoles, d'exploitation agricole pour parler plus simplement, qui répondent à la réalité climatique du pays. Jusqu'à ce jour, notre agriculture reste dominée par les exploitations pluviales, limitée par le temps d'occupation, 3 à 4 mois l'année, une grande vulnérabilité, notamment le climat. Ensuite, une productivité relativement faible. C'est cela qui fait que le tableau donne 60% de la population qui intervient dans le secteur rural et ces 60% ne contribuent que de 10 à 12% de la création des richesses. Il semble qu'à partir de ce moment, il y a un besoin d'améliorer la contribution de cette population rurale par des exploitations agricoles plus productives, plus efficaces, plus efficientes. Et c'est ce que ANIDA tente de promouvoir avec les modèles de fermes villageoises, notamment la maîtrise de l'eau souterraine par la réalisation de forages, la promotion de nouvelles technologies d'irrigation telles que le goutte à goutte, le mini-pivot ou l'aspersion, mais aussi toute une démarche de conseil agricole pour accroître la capacité professionnelle des agriculteurs. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, on est arrivé à des résultats où, en termes de comparaison, on peut dire simplement que l'agriculteur qui est resté dans le système traditionnel pluvial a un revenu moyen quand il a 2 hectares autour de 250 000 francs l'année, alors que l'agriculteur installé dans les fermes ANIDA, avec du 0,40 hectares, parvient à avoir un revenu annuel de 1,2 million. Vous voyez que là, c'est un bond de 5 points, hein, vraiment, qui aujourd'hui augure simplement ou atteste plus exactement de l'efficacité de ce modèle. ANIDA a aussi travaillé à diversifier ces modèles. Les modèles de fermes villageoises, il y en a de type terroir villageois, plusieurs villages qui ensemble exploitent une ferme réalisée par ANIDA, mais il y a aussi le modèle d'exploitation familiale. ANIDA a travaillé sur ça, a mis au point un modèle qu'on appelle un peu les fermes familiales Natangé, ou les tokors de l'émergence. C'est en fait un jardin familial conçu sous la maîtrise de l'eau, un puits hydraulique, l'énergie solaire pour s'affranchir de paiement d'électricité ou de gasoil, une diversification des productions agricoles, maraîchage, aviculture, pisciculture, arboriculture fruitière, avec à l'intérieur une chambre équipée. C'est dire donc que le jeune agriculteur se trouve dans une situation où il a l'eau, il a l'électricité et il a une offre alimentaire très diversifiée. Et enfin, ANIDA a fini par un troisième concept qu'on appelle les aires agricoles émergentes, qui sont un peu de dimension terroir régional, ou qui s'identifient par l'existence de dotations factorielles aptes à l'agriculture. C'est des zones où le sol est très fertile, l'eau se capte, l'eau souterraine à 4-5 mètres, et il y a des dynamiques d'exploitation existantes. ANIDA vient organiser ces agriculteurs, améliorer l'accès qu'ils auraient à aux nouvelles technologies et leur offre aussi un conseil agricole rénové
qui leur permettent d'accroître aujourd'hui les revenus. Donc, 3 niveaux d'intervention, une entrée individuelle, relation avec la terre, une entrée terroir villageois et une autre entrée territoire régional, épousant ainsi d'ailleurs les 3 échelons de la décentralisation. Vous parlez tantôt d'emploi dans l'agriculture rurale, chez les jeunes et les femmes, mais pourtant aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui sont à Dakar et peut-être dans certaines régions du Sénégal disent qu'ils n'arrivent pas à avoir un emploi. Qu'est-ce que l'ANIDA a fait pour que justement ces jeunes-là puissent cultiver la terre et devenir des agriculteurs? C'est ce que je viens de vous indiquer. Il y a d'abord le travail conceptuel, ensuite la mise en œuvre des programmes. À ce jour, ANIDA a contribué à créer 15 000 emplois dans le domaine un peu de l'agriculture au sens large. Mais ANIDA était une nouvelle création. Il fallait définir la vision, concevoir les outils et ensuite mettre en œuvre les programmes sur la base d'une adhésion des partenaires. À cette date, à la fin d'année 2016, ANIDA aura réalisé à peu près 83 exploitations agricoles à travers les 14 régions du Sénégal. Mais rien que le programme 2017, qui va être approuvé par notre conseil de surveillance après-demain, va adopter un programme de réalisation d'au moins 200 fermes. Natangé. Ça veut dire que ce qu'on a fait en 8 ans, on est maintenant à une vitesse où on le fait en 1 an. C'est dire que c'est en ce moment que la réponse va être plus importante et c'est en ce moment effectivement que l'absorption de la demande d'emploi ou de la demande d'insertion dans le domaine de l'agriculture va être plus palpable, plus significatif. Est-ce que les jeunes sont au courant de ces programmes pour qu'ils puissent venir aujourd'hui demander à ANIDA comment les accompagner dans leur projet? Les jeunes sont au courant. Je dois dire que l'essentiel de notre courrier à ANIDA, c'est des demandes d'insertion, mais c'était notre capacité de réponse qui était inférieure et qui va l'être encore pour quelques années quand même. Parce qu'il faut dire qu'au Sénégal, point de vue démographique, on a 52% de la population sénégalaise qui a moins de 20 ans. Donc on a une dynamique démographique très forte, surtout dans sa proportion jeune. Et ce qui arrive sur le marché de l'emploi en termes de première demande d'emploi, c'est à peu près quelques centaines de milliers. Alors que la capacité d'absorption de notre économie ne fait même pas le quart. C'est en cela que donc on a un gap assez important. Et ANIDA aujourd'hui ambitionne à l'horizon 2018 d'avoir contribué à 60 000 emplois créés. Et je dois pouvoir le dire aujourd'hui que les financements pour sont maîtrisés. Nous avons 2 financements de la BAD à travers les programmes PASA-LOMACAF, à travers le programme PAPEJ, programme emploi jeunes et femmes logées au ministère de l'Emploi, où les composantes fermes ont été confiées à ANIDA. Nous venons de signer la semaine dernière avec l'Union européenne un programme de 20 millions d'euros, destiné aussi à ces fermes et couvrant tout le territoire national. Et à la contribution de l'État tous les ans à partir de son BCI. C'est dire que donc pour les 3 prochaines années, aujourd'hui, il va y avoir une réponse plus que significative et nous sommes en relation avec les écoles de formation professionnelle, l'Université Gaston Berger, l'Université de Thiès. Je viens tout de suite de Sandiara où il y a le futur lycée technique le plus grand du Sénégal qui va avoir une composante agricole assez importante pour que d'ores et déjà on regarde comment accompagner ces apprenants en agriculture de façon générale, pour ceux qui auraient l'ambition de s'installer eux-mêmes dans leur exploitation, qu'on les accompagne dès maintenant pour leur insertion et non pas attendre la fin de leur cursus pour commencer déjà. De façon schématique, un jeune a un projet d'une ferme agricole. Quel est le circuit qu'il doit faire pour avoir accès aux fermes que vous financez? Comment il fait pour avoir ces financements? Et s'il n'a pas les moyens pour le faire? Alors, on n'est pas un organisme réellement de financement. Si c'est pour une ferme villageoise, nous avons des procédures parce qu'ANIDA, on va en profiter pour faire la publicité, est dans un système de management de qualité. Et nous sommes certifiés ISO. Ça veut dire que nous avons des procédures que nous sommes tenus de respecter. Quand il s'agit d'une ferme villageoise, là où se réalise la ferme, on fait un rayon de 3 km. Et
tous les jeunes habitant les villages situés dans ce rayon de 3 km sont éligibles à la ferme. Et c'est le comité des chefs des villages, présidé par le sous-préfet, qui procède à la sélection. Quand il s'agit de fermes individuelles, qu'on appelle les fermes familiales, c'est des demandes individuelles que nous recevons. Le seul critère, c'est qu'il faut que le demandeur soit détenteur d'un foncier, parce qu'Anida n'a pas un patrimoine foncier. À partir de ce moment-là, Anida l'accompagne par rapport à la formulation de son projet, mais Anida l'accompagne par rapport effectivement à la réalisation de son projet. Parce que nous avons proposé à notre tutelle, au ministre Pape Abdoulaye Seck de l'agriculture et de l'équipement rural, qui a bien voulu l'accepter, qu'il y ait une politique d'accompagnement de ces jeunes en insertion. Ce qui fait que l'État accepte de subventionner à 50% le coût de réalisation de ces fermes familiales qui est de 12 millions. Et les autres 50%? Et les autres 50%, Anida a démarché 4 autres banques que je peux citer ici, la Caisse nationale de crédit agricole, la BND, PAMECAS et CMS, qui ont accepté d'être avec nous dans ce programme pour financer les 50% que devraient supporter les bénéficiaires. Mais moyennant des garanties. Moyennant des garanties Si que notre partenaire FONGIP a accepté d'être dans ce programme pour procéder effectivement à l'offre de garantie. C'est une démarche assez innovante. Oui, même au niveau du FONGIP, il faut avoir des garanties pour avoir accès à l'argent. Dans ce cadre précis, en réalité, il s'agit que le projet soit techniquement agréé par le comité technique mis en place par ce groupe de partenaires pour qu'effectivement qu'il n'y ait plus l'exigence donc de dépôt de garantie à ce niveau-là. Donc c'est comme ça que nous l'avons conçu pour faciliter l'accès des jeunes urbains comme ruraux à ce type de ferme qui en réalité allie plusieurs productions. Dans une ferme familiale Natangé, vous avez une parcelle maraîchère, un poulailler, un bassin piscicole et de l'arboriculture fruitière. Et derrière, il y a toute une logique. C'est une logique de cycle financier. Le poulailler, l'aviculture, si vous faites des poulets de chair, c'est 40 jours, vous avez une entrée d'argent. Gestion de la trésorerie. Ensuite, vous avez à 4 mois la parcelle horticole, maraîchère. Vous avez l'élevage de poissons à 6 mois. Et vous avez l'arboriculture qui va pouvoir atteindre 2-3 ans. Et derrière aussi, il y a tout un souci de sécurisation des revenus. C'est le fameux slogan qui voudrait que tous les œufs ne soient pas mis dans un même panier. C'est-à-dire que quand vous avez une pluriproduction, quand l'une des productions ne rencontre pas des prix rémunérateurs dans le marché, les 3 autres probablement auront un bon prix. Mais là aussi, ça pose pas le problème de gestion de cet argent qui est gagné dans ces fermes-là. Parce que normalement, ces jeunes-là qui vendent ces productions doivent peut-être rembourser de l'argent. Ah, ils doivent rembourser la banque. Comment le faire s'ils n'ont pas appris les notions de gestion de cet argent-là? Alors, le profil le plus courant que nous avons dans ces demandes, c'est déjà des gens qui ont fait les écoles de formation agricole. Mais en même temps, ceux qui n'ont pas fait à l'école, Anida a un dispositif de conseiller agricole. Donc, qui va accompagner ces apprenants-là qui sont installés sur un peu les conseils en matière de gestion d'une production, en matière de démarche de mise en marché des productions. Et Anida a tout un programme pour ces fermes familiales d'installation d'un réseau, pour qu'eux-mêmes, ils partagent cette fonction de mise en marché de leur production agricole. Je pense qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies qui existent, pour connaître les prix au niveau des différents louments, des différents produits maraîchers, il y a cette axe à approfondir pour que, bon, un fermier à Fongolémi puisse savoir qu'au marché de Touba, la semaine du 17 au 25 de tel mois, bon, le gombo est à un prix de tel. Mais je pense qu'il achemine cette production-là de sa ferme au lieu de vente. Au lieu de vente. Quel est le dispositif qui est mis en place pour permettre de le faire? C'est comme je vous dis, c'est le réseau. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le Tambacounda, tous les gens installés en ferme familiale vont mettre en place une coopérative qui vont leur permettre effectivement, quand il s'agit d'acheminer la production, qu'ils ne se mettent pas à chercher de façon individuelle, mais qu'ils mettent en mutualité cette fonction de mise en marché pour avoir un seul quart à louer pour que la production soit destinée là où elle devrait être vendue à bon prix. Mais l'autre problème fondamental, c'est l'accès au foncier.
beaucoup de jeunes ont des projets, et des femmes ont des projets. Vous savez bien qu'au Sénégal aujourd'hui, l'accès des femmes au foncier pose problème, dû à des questions culturelles et sociologiques. Absolument. Mais les problèmes aussi ont des solutions. Moi, je fais partie de ceux qui ont beaucoup expérimenté ces approches aménagement foncier, accès au foncier, notamment avec les plans d'occupation d'affectation des sols dans la vallée du fleuve Sénégal. J'en suis un des initiateurs. Et je reste convaincu que cette démarche au niveau des différentes collectivités locales que sont les communes rurales aujourd'hui, avec l'affectation de zones à une vocation de production agricole, nous allons pouvoir résoudre cette question. Mais en réalité, aujourd'hui, on a un partenariat qu'on est en train de développer dans le cadre du programme, par exemple, de l'Union européenne, avec les conseils départementaux. Pour que chaque conseil départemental délibère une assiette foncière destinée à l'installation des jeunes dans le cadre de ces fermes familiales. Ce qui fait qu'il n'y a qu'un seul cahier des charges qui existe. Et si vous remplissez les critères, vous êtes installé sans préalable. Nous pensons aussi que c'est une voie qui va permettre de faciliter beaucoup l'accès au foncier agricole, surtout au bon foncier agricole, pour que les exploitations puissent prospérer. Il y a la question des femmes qui ont plus de difficultés d'avoir accès à la terre qu'aux hommes. J'inclus les femmes. Je vous ai parlé des fermes familiales et du point de vue de l'historique. Il a existé au Sénégal ce qu'on appelait les tokor, toluker. Les autres disent même toker. C'est un foncier juste après la concession familiale, de taille modeste, 1 hectare, qui était généralement réservé à l'épouse, aux épouses, et c'est cela qui était là où on déroulait les cultures hors saison. Les fermes familiales Nartangé, en réalité, constituent une modernisation de ces modèles d'exploitation qui existaient. Et nous pensons qu'en restant dans le terroir villageois, directement la concession familiale, du point de vue du foncier attaché à cette concession, il y a un gisement à creuser pour que les femmes puissent avoir accès. Parce que au-delà de l'accès, il y a que la femme aussi, du point de vue des contraintes sociales et sociologiques, ne devrait pas être à une distance très éloignée de son exploitation. Parce que si elle est à 6 km, 7 km, le besoin ou l'obligation d'éducation des enfants, de préparer le manger pour le mari, etc., deviennent des contraintes. Nous l'avons vu dans nos fermes familles, dans nos fermes villageoises. Quand la distance est longue, les femmes finissent par ne plus venir parce que simplement le mari continue à exiger les obligations d'épouse dans la famille. C'est pourquoi nous avons pensé que même ce sont ces modèles d'exploitation familiale de petite taille, adossés à la concession familiale, qui sont les plus appropriés pour les femmes rurales. Oui, mais malgré ces modèles qui sont mis en place, cela n'empêche pas l'exode rural. On constate que toujours les jeunes quittent les villages pour venir s'habiter à Dakar, dans les grandes villes. Qu'est-ce qui est prévu pour ces jeunes-là qui sont dans les grandes villes, qui sont peut-être en tant que marchands ambulants, et qui peuvent aussi travailler la terre? Mais je vous ai dit qu'en 8 ans d'existence, on a réalisé à peu près 80 fermes. En 3 ans, on va en réaliser 400. C'est dire que la réponse en termes d'offres d'emploi va être grandissante. C'est comme ça, effectivement, qu'on va réduire la masse d'agriculteurs, de jeunes qui vont venir dans les villes. Mais ce qu'on a noté déjà, c'est plutôt un exode urbain. Dans les fermes que nous avons réalisées, les fermes villageoises, y compris aussi dans les fermes familiales, mais c'est des jeunes ruraux, c'est des jeunes urbains, diplômés d'écoles d'ingénieurs. Aujourd'hui, on en a plusieurs dizaines de cas qui ont décidé, eux, de retourner à la terre, de s'installer et de s'installer dans leur propre exploitation. C'est cette dynamique qu'il va falloir renforcer, mais probablement aussi faire beaucoup de communication autour de cela. Montrer ces jeunes diplômés des écoles supérieures, mais qui aujourd'hui se réalisent plus dans l'exploitation de la terre, s'épanouissent plus dans la production agricole, mais surtout aussi gagnent plus d'argent comparativement à l'emploi qui sont les salariés dans le secteur privé. Les diplômés sont moins nombreux que ceux qui n'ont pas accès à l'école, ceux qui sont en perdition scolaire, ceux qui flottent
aujourd'hui à travers la grande banlieue dakaroise. Est-ce qu'il y a eu des options pour ces gens-là qui n'ont pas été à l'école pour leur permettre, eux, d'aller travailler la terre? Parce que l'image que l'agriculture donne dans notre pays, et pour les jeunes, c'est dévalorisant. Oui, tant que le métier de l'agriculture, c'était ce métier qu'on ne pratique que le tiers de temps de l'année, ce métier où on continue à tendre la main, ce métier où on vit dans les affres de la difficulté quotidienne, mais il est normal que les jeunes quittent la terre, quittent le rural pour l'urbain ou pour même l'extérieur. Mais aujourd'hui, avec ce que je vous ai dit tout de suite, les niveaux de revenus obtenus, mais les gens se rendent compte qu'il est beaucoup plus intéressant d'opter pour un travail de production agricole que plutôt d'opter pour un travail salarié en milieu urbain. Je vous ai dit que pour une ferme familiale, 1 hectare ainsi aménagé tel qu'on l'a indiqué, le gain annuel moyen est de 5 millions de francs. Avec habitat à l'intérieur. Vous n'êtes pas dans la pollution. Je ne pense que c'est sans commune mesure. Avec effectivement l'offre de salariés, par exemple pour un jeune qui a un Master 2 et qui est volontaire pour aller être enseignant. C'est cette inversion qu'on est en train de faire du point de vue de l'attractivité des métiers de l'agriculture qui vont traduire une revalorisation des métiers de l'agriculture qui, effectivement, au bout, finiront par faire que, bon, on se sentira plus à l'aise dans le monde rural, que le monde rural deviendra plus attractif que le monde urbain, parce que plus paisible, plus sécurisé, avec une qualité de vie meilleure. Mais c'est une dynamique. Ce n'est pas en 1 an qu'on va absorber tout le déficit cumulatif de nos créations d'emplois. Je vous ai dit que c'est pas moins le déficit, c'est pas moins de 150 000 demandeurs d'emploi non satisfaits par an, sur 15 ans passés. Ça veut dire que vous avez 1 million de jeunes qui est là, et c'est ça qu'on constate dans les quartiers urbains de Dakar, en banlieue. Mais ça, ce n'est pas en 1 année qu'on va absorber tout. Je pense que le programme du chef de l'État, en tout cas son objectif, est d'être autour de 500 000 emplois créés. Ce faisant, on aura réduit de moitié la masse. Mais il y a aussi pas que l'agriculture qui va être le secteur qui devra absorber un peu cette masse de demandeurs d'emploi. Il me semble qu'il y a d'autres créneaux assez intéressants qui sont en train aujourd'hui de se développer. C'est le programme des grandes infrastructures qui aujourd'hui aussi sont des secteurs très créateurs d'emplois. Mais il y a aussi toute la refondation autour des politiques publiques de développement du tourisme, de développement des PME dans le cadre de l'industrie, de la petite industrie, des mines. Tout cela vont constituer effectivement des gisements d'emplois qui, cumulés, vont être une réponse, il me semble. Dans le domaine de l'agriculture, le président a annoncé qu'en 2017 sera l'autosuffisance alimentaire en riz. Oui. Aujourd'hui, le débat au Sénégal, c'est que les consommateurs parlent de pénurie de riz importé. En fait, pénurie de riz importé, mais ça signifie qu'au moins, il y a un arrêt d'importation. Qui pour oser penser, il y a de cela quelques années, un moment où l'importation du riz au Sénégal serait arrêtée? S'il y a une pénurie, il y a un problème d'approvisionnement du marché. Non, ça veut dire simplement qu'on a estimé qu'il y a une production locale qui doit être absorbée. C'est-à-dire que c'est comme on le fait en oignon. Si la production de l'oignon local est sur le marché, on régule un peu les importations. Mais c'est riz que le Sénégal ne consomme pas souvent. La plupart des Ndiayennes qui adorent le riz préfèrent le riz importé au riz local. La plupart par mes connaissances. Par mes connaissances. De façon générale, au Sénégal, on pense que ce qui est bien en termes de biens à consommer, c'est ce qui est importé. C'est dans le vestimentaire, c'est dans les véhicules, c'est dans tout. On va te dire, tiens, ça vient de tel pays, de telle ville, pour te montrer que c'est de la classe. Il me semble qu'il y a un travail là aussi à faire, mais moi j'ai fait 20 ans dans la production risicole. Les efforts d'amélioration de la qualité du riz qui se sont déployés ces 15 dernières années sont sans commune mesure, mais ces 3 dernières années aussi, l'effort qu'il y a eu pour booster la production risicole dans le pays
et à mettre au gré des autorités publiques. Je disais tantôt à un ami, ce matin même, que le premier plan d'autosuffisance en riz du Sénégal a été élaboré en 1997. Je tenais la plume. J'ai participé à la commission qui en a réécrit au moins 5. 97, 2017. Mais aujourd'hui, c'est seulement ces 3 dernières années qu'on a eu des moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif d'autosuffisance. Et vous avez vu les accroissements de production dans le pluvial. Rien qu'en maintenant les superficies qui étaient naguère cultivées, mais en introduisant ces semences Nerica, on a eu un gain de productivité et les gens sont passés de moins d'1 tonne à l'hectare à 1 tonne 500 à l'hectare. Il me semble qu'il faut poursuivre cet effort. Est-ce que justement les fermes de Anida vont développer ce riz Nerica sous pluie dans ces fermes pour permettre aux gens qui consomment le riz localement de pouvoir le faire? Anida a choisi de ne pas être dans la production rizicole. Pourquoi? Parce que simplement, nous sommes une structure de l'État. Et nous avons choisi, nous, de faire dans la rationalité donc des institutions de l'État. Dans le Nord, il y a la SAID, qui a une 50aine d'années d'expérience dans le développement rizicole. Je pense qu'Anida ne peut pas avoir la prétention en 10 ans de se dire qu'elle va faire mieux que la SAID. Dans le Sud, vous avez la Sodagri. Et dans les régions centres, autour de Kaolack, etc., vous avez le PAFA. Nous sommes, nous, de ceux qui pensent que chacun devrait travailler à faire ce qu'il sait le mieux faire. Nous, ce que nous savons le mieux faire aujourd'hui et que nous revendiquons avec fierté, c'est le développement du maraîchage à partir de la valorisation des ressources en eau souterraine. Ce que nous savons faire, c'est développer aujourd'hui des exploitations, production animale intensive. Nous avons créé la plus grande ferme de production laitière de ce pays, qui à un certain moment en était arrivé à 1200 litres de lait par jour. À partir de cette ferme, nous avons inséminé les animaux et nous avons une dizaine aujourd'hui de fermes production laitière dans le territoire national. Nous avons créé au Sénégal la plus grande ferme piscicole qui se trouve à Diama. 25 hectares d'un tenant avec des bassins de 1 hectare. Et là aussi, nous sommes en train, à partir de cette réalisation, de travailler à disséminer donc, la pisciculture dans le cadre d'un partenariat avec des structures telles qu'aujourd'hui l'ANA, qui en a un peu la maîtrise. Et c'est comme ça que Anida travaille. C'est de dire que chacun fasse ce qu'il sait le mieux faire et les vaches seront bien gardées. Voilà, je pense qu'elle pourrait être bien gardée si les jeunes qui cherchent l'emploi pourront le trouver dans le domaine de l'agriculture. Merci à M. El Hadj Malick Sarr d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM à Question Directe. Vous êtes le directeur de l'ANIDA, l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole. Nous parlions des projets que vous avez, surtout du fait que l'ANIDA, comme vous l'avez dit, est là pour accompagner les jeunes dans le cadre d'emploi. Si vous êtes jeune, vous voulez travailler, vous cherchez de l'emploi, eh bien déposez vos dossiers à l'ANIDA et prenez le directeur au mot pour voir si vous allez avoir votre ferme agricole Natangui. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci à vous qui êtes chez vous, qui nous suivez. Merci. Au revoir.